J'espère que vous allez bien. C'est la dernière de la saison. Déjà un sentiment de nostalgie qui m'habite et on vient tout juste de commencer cette nouvelle émission. Vous allez découvrir au cours des prochaines minutes Mégane Etier qui est tellement rayonnante, lumineuse, elle qui vit avec une situation de déficience intellectuelle, qui est ambassadrice et qui veut bien sûr inviter les gens à aller à sa rencontre au sein de son organisme qui a pignon sur rue à Saint-Eustache. David Tremblay, auteur, compositeur, interprète que vous avez peut-être découvert en 2005 à Star Academy et qui s'est trouvé musicalement parlant, apporte sa guitare avec lui aussi pour vous démontrer son savoir-faire. Sophia Yanantuano démystifie le monde de l'immobilier avec nous. Alain Simard, derrière le Festival de Jazz de Montréal et des Franco de Montréal, sera aussi avec nous pour nous parler de sa vie, un livre qui vient tout juste de sortir, qui nous relate également ses rencontres fascinantes, entre autres avec Genesis et Beau Dommage aussi, auquel il a largement contribué. Marianne Brisebois, autrice aussi d'un livre parfait pour l'été. Josée Laperle, elle qui viendra nous parler avec le Cap Laval de situation et aussi de cette possibilité pour vous de dénoncer si jamais vous vous sentez lésé dans vos services, dans vos droits également sur le domaine de la santé en territoire lavallois. Jules, qui a fait Star Academy, mais qui depuis n'a pas chômé, nous présente son premier album. Reynald Dawkins aussi nous dévoile et nous rappelle toutes les règles qu'on doit retenir aux abords et sur l'eau aussi. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler de cinéma, de son top de films de l'été à sortir au cinéma. Marie-Lou Mucret et aussi Anne-Marie Lavoie sont respectivement fondatrices, directrices générales et aussi là, sexologues, viennent nous entretenir de la sexualité chez les jeunes. Bonne émission! J'avais reçu plus tôt cette saison Marie-Lou Mucret du projet Nouveau Cadre. C'est le temps de faire comme une sorte de mise à jour, puis aussi de parler des nouveaux développements concernant cette démarche qui vise à parler de sexualité de façon saine et aussi d'une façon plus moderne, parce qu'évidemment, la sexualité, ça évolue dans le temps. Vous allez le comprendre également avec Anne-Marie aussi Lavoie, qui est sexologue, qui se joint à notre conversation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci. Marie-Lou, bien sûr, je rappelle que tu es fondatrice et aussi directrice générale de ce mouvement qui est Nouveau Cadre. Et justement, rappelle-nous ce que c'est Nouveau Cadre là, pour raviver ça à l'esprit des gens à l'écoute. Nouveau Cadre, c'est l'éducation sexuelle au primaire et au secondaire au moyen de l'art, donc par des courts-métrages de fiction, de la musique et aujourd'hui du théâtre, dont je vais te parler à la fin. Et justement, donc, vous êtes comme un peu complémentaires en ce sens où c'est comme l'art et la science qui se rencontrent pour parler de sexualité. Puis on se rend compte par vos démarches dans les écoles que ça a l'air de porter ses fruits parce que c'est une façon moderne de parler de sexualité, puis ça attire la curiosité des jeunes de par vos échanges avec eux? Oui, totalement. En fait, ça a été prouvé par les recherches que plus on utilise de médiums différents, plus les jeunes vont s'en souvenir. Plus ils sont dans l'action, plus ils participent. Donc, on a le moyen de l'art, les films, mais on utilise aussi des quiz. Fait qu'on fait vraiment interagir les jeunes avec nous. Puis ça fonctionne vraiment bien parce qu'il y a une bonne rétention, puis ils se souviennent de nous. Ouais. Bon, je le disais tantôt, la sexualité, ça évolue dans le temps. Peut-être que les parents qui sont à l'écoute présentement ont peut-être un certain souvenir de leur cours de FPS. Mais c'est vraiment ailleurs que vous allez, on le disait, par le court-métrage. Donc, le développement sexuel en soi, là, concrètement pour une sexologue, comment on peut l'expliquer pour que les parents comprennent bien là, ce que vous faites quand vous allez dans les écoles? On avait parlé beaucoup au niveau secondaire, puis peut-être le valoriser là, sur le plan du primaire cette fois-ci. Le développement psychosexuel, ça commence dès la naissance, en fait. On voit le développement psychosexuel comme l'évolution de l'être humain, qu'on est des êtres sexués. Fait que c'est tout l'apprentissage. Puis dans l'enfance, c'est l'apprentissage de son corps, d'apprendre à entrer en relation avec l'autre. Donc au primaire, on va pas, faut pas le voir avec nos yeux d'adulte comme une sexualité fantasmée. Donc c'est vraiment dans le développement personnel de les limites physiques les uns avec les autres, comment je me développe comme être humain. Fait qu'au primaire, on aborde ça vraiment de cette manière-là. Par exemple, pour les agressions sexuelles, on parlera pas d'agression sexuelle avec eux, on va parler de comportements acceptables et inacceptables. Donc c'est vraiment dans cette thématique-là puis dans cet angle-là qu'on va y aller avec les enfants. Est-ce qu'on aborde peut-être, je comprends en des mots, un langage qu'ils comprennent, mais est-ce qu'on parle de consentement, par exemple? Est-ce que des gens les initient, par exemple, à ça, le consentement, c'est ce genre de truc-là? Oui, mais ce ne sera pas un consentement sexuel.
l'exemple que je peux donner, c'est comme quand on apprend à faire du vélo. On n'embarque pas sur le vélo en haut d'une pente puis on y va en partant. On a des petits trous. C'est un peu le même concept. C'est qu'on va leur apprendre, mais d'une manière plus basique. Un peu le consentement, mais avec des amis. Juste le consentement à avoir des câlins. Donc là, on apprend à mettre ses limites, apprendre à dire non, puis apprendre à comment valoriser son corps un petit peu. Donc, on y va dans cet angle-là. Le consentement, mettons, juste avec ta mère par rapport à la salle de bain. Ouais. Si tu prends ta douche, qu'elle ouvre tout le temps les rideaux de douche pour te parler, puis toi, tu es en plein développement, tu n'as pas envie, mais tu as le droit de dire non. Oui, surtout fin du primaire, début du secondaire, notre corps souvent est en train de changer. On découvre son corps sur toutes ses facettes pour les jeunes filles, les jeunes aussi garçons. Puis vous avez été des témoins à certains moments, juste pour illustrer encore davantage les bienfaits, parce qu'on n'enlève rien aux professeurs qui peuvent enseigner de façon pédagogique, quelques rudiments, quelques trucs par rapport à la sexualité, mais vous, c'est parce que vous avez une écoute, une approche humaine. Je pense que c'est ce qui est un peu aussi d'une professionnelle en étant sexologue, donc tu connais bien le lexique ou comment le vulgariser. Mais il y a suite, je pense, à vos échanges, une jeune fille qui s'est ouverte, là. Oui, bien c'est ça. Puis les professeurs sont là, mais ils ne sont pas outillés. Tu sais, moi, j'ai une formation pour ça. Puis il y a une jeune, justement, après un de nos ateliers, qu'elle est venue faire un dévoilement d'une agression sexuelle qu'elle vivait de la part de son frère. Puis c'était récent, mais elle n'en avait jamais parlé à personne. Donc, moi, comme professionnelle, j'ai des démarches à faire qu'on doit faire, mais le professeur me l'a dit après qu'il n'aurait pas été à l'aise nécessairement. Donc, notre manière d'intervenir avec les jeunes fait en sorte qu'ils se sentent quand même assez en confiance pour venir s'ouvrir, même si ça fait 1 heure qu'on les connaît puis qu'on les voit. Quand même, c'est fou. Et bon, il y a des courts-métrages qui ont été faits tout récemment. Là, vous les avez dévoilés, là, ça fait tout juste quelques semaines à peine. Puis, dont un sur l'après-balle. Puis s'il y a quelque chose qui présentement, est pas mal dans l'air du temps au moment de faire notre entretien, c'est justement les balles, les après-balles qui auront lieu pour les cohortes qui sont des finissants du secondaire. Et une, entre autres, sur la réduction de méfaits, je pense, parce qu'on peut y voir un lien là, avec le court-métrage de l'après-balle. Oui, en fait, notre approche, c'est un peu ça. Notre approche, que ce soit pour l'après-balle ou les autres thématiques, c'est qu'on n'est pas là pour être moralisatrice, on est là pour donner les outils pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Donc, la réduction des méfaits, c'est un peu dans cette idée-là de qu'est-ce qu'on peut donner comme outil pour réduire les effets négatifs qu'ils peuvent avoir. Donc, l'après-balle, c'est une conférence pour venir sensibiliser les jeunes en contexte d'après-balle sur la consommation d'alcool et de drogue. Donc, on touche le consentement, on touche aussi la communauté LGBTQ, puis on touche aussi les personnes qui peuvent avoir être plus neurodivergents, puis on apporte cette communication-là puis cette manière-là d'agir. Et vous en avez un autre, je pense, sur est-ce que c'était sur les violences amoureuses aussi que vous avez développé, là, avec peut-être nous préciser un peu, parce que ça peut être pertinent aussi là, pour les jeunes qui nous écoutent actuellement, là, puis les familles aussi. Bien, c'est aussi qu'on croit souvent que les violences amoureuses, ça se passe juste dans les relations adultes, mais ça se passe beaucoup dans les relations adolescentes, surtout quand tu es au début d'apprendre à aimer quelqu'un. Puis on croit dans l'imaginaire collectif que c'est juste se faire battre. Mais c'est beaucoup plus que ça et c'est très nuancé, les violences, puis c'est de rentrer dans un cycle. Puis le film leur apprend toutes les nuances en lien avec une relation amoureuse adolescente, puis l'atelier leur apprend le cycle de la violence amoureuse. Oui, c'est parce que ça peut être très pernicieux, on l'a dit, violence psychologique, il y a plusieurs manipulations, donc il y a plusieurs formes qui existent. Et là, quelle direction on prend? Parce que là, je sais que récemment, vous sortez d'une sorte de lac à l'épaule, donc qu'est-ce qu'on veut faire avec, où on veut amener nouveaux cadres là, dans les prochaines années ou peut-être même à la rentrée là, avec les jeunes là, dans les écoles, là, si je peux vous soulever la question, vous la lancer comme ça. Bien, Anne-Marie et moi, on est très créatives et on a beaucoup d'énergie et ça fait 3 ans. Ça paraît pas. Et ça fait 3 ans qu'Anne-Marie et moi, on travaille ensemble, on s'est rencontrés, on a beaucoup de plaisir. Mais Anne-Marie, elle a sa clinique, qui est la clinique Convergence, et moi, j'ai mon école et mon agence d'acteurs aussi. Puis là, il faut qu'on se concentre sur les objectifs principaux de Nouveau Cadre, qui est l'éducation sexuelle. Donc, on a beaucoup de films, on a beaucoup de projets, mais là, on doit trouver du financement, en fait, pour faire en sorte que la mission existe à plus d'écoles possibles dans le Québec. Parce que là, on est dans 4 écoles, mais d'ici les 3 prochaines années, on aimerait ça vraiment s'étendre le plus possible. Puis pour ça, on doit se focusser sur ce qu'on a déjà, puis arrêter de créer plein de choses. Mais on a créé quand même un nouveau service. Ah, lequel? Tu l'as effleuré tantôt, le théâtre, c'est ça? Exact. De quelle façon ça va se déployer, ça? Comment vous l'avez imaginé? On s'est rendu compte que les films, c'est très intéressant, mais c'est figé dans le temps.
Parce que ça évolue, on le disait, la sexualité évolue à un moment donné, donc il peut y avoir de nouveaux problèmes. Alors, aussi. ce qui est intéressant avec des pièces de théâtre, c'est que même si la pièce elle est écrite, à chaque fois, quand on la fait avec des jeunes, on va la créer avec les jeunes. C'est nous qui allons l'écrire, mais les jeunes vont aider après avec les dialogues, la musique qu'ils veulent, les vêtements qu'ils veulent. Fait que ça va toujours pouvoir évoluer dans le temps, les pièces de théâtre, même si le sujet reste universel. Ouais. La manière de s'exprimer, d'échanger va pouvoir évoluer, puis c'est ça qu'on trouve intéressant. L'art vivant, justement, comme on appelle l'art scénique. Je trouve que c'est une belle idée. Donc, ce serait quoi peut-être dans les 4 écoles où vous êtes présentement, puis de trouver, quand tu parlais tantôt, de pouvoir étendre ce service-là à plus large échelle, ce serait de développer aussi à l'aide de l'art dramatique dans les écoles, cette possibilité-là? Ça va vraiment être intéressant pour les écoles parce que ça va être au niveau parascolaire. Okay. Donc, ils vont pouvoir utiliser la mesure 15-028 pour financer ça. Les écoles vont comprendre. Et puis, ensuite, à partir de là, on va avoir 8 cours sur 8 semaines. Puis, à la fin, on va faire une pièce de théâtre conférence. OK. Donc, veux-tu expliquer un peu? Oui, on peut. On a encore du temps. Ouais, nous, on est, comme on l'a dit, on a beaucoup d'énergie, on est très dynamique. Donc, l'idée, c'est que la pièce de théâtre, à certains moments, va se figer. Et moi puis Marie-Lou, on va venir faire de l'éducation sexuelle sur ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Si on prend une thématique des violences amoureuses, ça va se figer à un certain moment. On va faire l'éducation peut-être sur le consentement. Après, la pièce de théâtre va reprendre vie. Donc, ça va vraiment être ce style-là de conférence. Donc, c'est pas juste une pièce de théâtre, puis ça va être interactif avec les jeunes qui vont être dans la salle. Pour échanger, poser leurs questions. Exactement. Réagir donc, en temps réel. Là. Dans le jargon du théâtre, ça s'appelle du théâtre forum. Ça existe, cette manière de faire-là. C'est juste que je pense pas que ça se fasse vraiment dans le milieu du secondaire pour des ateliers. Fait qu'on reprend ça. Puis ça va être très fun, je pense, pour les jeunes de voir leurs amis jouer. Ça va créer un sentiment d'appartenance très fort avec la thématique. On vous souhaite que ça se développe très bien et j'espère que le ministère de l'Éducation va... Parce que ce serait, j'imagine, souhaité d'être dans toutes les écoles puis d'être reconnu par le ministère de l'Éducation parce que vous pourriez avoir justement ces bourses d'argent, ces subventions requises pour développer ce projet-là et plein d'autres aussi. Oui, oui, totalement. Alors, je vous souhaite que le message soit entendu. Merci d'être passé à l'émission. Tenez-nous au courant aussi des prochains développements. Merci. 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 Je suis vraiment charmé par ma prochaine invitée. Mégane Étier est membre du CA du mouvement Personne d'abord de Saint-Eustache. Elle l'est aussi donc avec une légère déficience intellectuelle. Merci d'être avec nous, Mégane. Bienvenue. Tout d'abord, expliquons ce que c'est le mouvement d'abord de Saint-Eustache. Dans le fond, le mouvement Personne d'abord, c'est un organisme qui on défend les droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou autre diagnostic. Alors, et ça, c'est large dans le sens qu'est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, vivent avec certaines différentes conditions? Tantôt, je pense qu'on parlait d'une amie qui a le syndrome Gilles Latourette, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Il y en a qui vivent avec le syndrome Gilles Latourette, il y en a qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme, la dysphasie, puis etc. Mais évidemment, c'est un organisme qui vient un peu apporter du soutien qui vous permet de socialiser entre vous, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, on va là-bas 3 jours sur semaine, puis dans le fond, ça nous permet de sortir de la maison, puis de socialiser. Et parmi les activités que vous faites, ça ressemble à quoi? Dans le fond, les activités, au mois de septembre, on va au cégep de Saint-Jérôme en première année pour dans le programme d'éducation spécialisée. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On les sensibilise vu qu'eux autres, ils veulent... Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se former tranquillement pour par la suite vous aider, là. Oui, exactement. Alors, vous leur donnez un peu, vous répondez à leurs questions, puis vous dans le fond, vous échangez avec eux finalement, là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites aussi? Dans le fond, à la SQPH aussi, on fait comme un kiosque. Comme le 6 juin, on a fait un kiosque à la Vieille Gare de Saint-Jérôme. Il y en a quelques personnes qui sont venues, puis ça a super bien été. Puis à la SQDI, on fait une vidéo de sensibilisation. Justement, il y en a un sur YouTube si vous voulez aller voir. Oui, bien justement, j'ai écouté la vidéo. Je t'ai vu, bien sûr, avec d'autres personnes qui sont membres avec le mouvement Personne d'abord. Je trouvais que c'est une belle vidéo, c'est bien fait, puis c'est très touchant, puis en même temps, très enrichissant de vous voir parce qu'on voit que vous rayonnez, que vous réussissez à accomplir plein de belles choses. Puis,
justement, est-ce que vous pourriez en faire d'autres vidéos comme celle-là de sensibilisation? Oui, on peut en faire d'autres, mais juste à la SQDI, vu que c'est dans ces moments-là qu'on fait des vidéos. OK. Donc, pour les gens, puis est-ce que c'est genre de... Parce que je sais que je pense que vous allez dans les écoles à la rencontre des jeunes. Hein? Oui, juste au mois de septembre. OK. Aussi, niveau primaire? On va dans un cégep, là. OK, cégep. OK, Oui. OK, cégep. OK, voilà. Oui. OK, je pensais aussi que vous alliez dans les écoles au niveau primaire ou secondaire. Mais chose certaine, pour vous, il y a d'autres trucs parce que je regardais sur votre plateforme, sur votre site Internet, vous avez l'escouade du bonheur. Oui. C'est quoi ça, l'escouade du bonheur? L'escouade de bonheur, dans le fond, des fois, on va faire des activités avec des personnes âgées, puis eux autres, ils aiment vraiment ça, là, puis eux autres, ça leur rend une bonne humeur. Puis des fois, on va animer au CEPCP dans la classe d'or, on anime plein d'activités avec eux autres. Puis c'est des personnes en déficience aussi, mais plus moyens puis sévères, puis ils sont adorables. Bien, j'ai aucun doute. Puis vous avez un journal aussi, c'est bien briser les barrières, c'est ça? Oui. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce journal-là? Un peu de sensibilisation, on parle de nous, on parle un peu de nos diagnostics ou qu'est-ce qu'on a fait pendant l'été ou dans toute l'année. Et vous pouvez donc mettre de l'avant des projets et bon, ce que vous faites au quotidien. Exactement. Est-ce que vous êtes en mode recrutement? Est-ce que aujourd'hui, on veut faire évidemment cette entrevue, cet entretien pour les gens à l'écoute, bon, un peu également faire démystifier un petit peu votre vie, votre quotidien, mais en même temps, est-ce que il y a toujours possibilité d'avoir des nouveaux membres chez vous, par exemple? Dans le fond, les passes-actions sont complets. Mais il y en a qui peuvent être membres. Puis on est 10 passes à action là, en ce moment. OK. Des passes actions, c'est juste pour expliquer, c'est? Dans le fond, c'est un programme pré-emploi. OK, pré-emploi. Oui. OK. Ce qui permet, dans le fond, à vous apporter un soutien financier tout en travaillant puis en faisant des activités comme on démontrait un petit peu tout à l'heure. Exactement. OK. Super. Et quand on veut t'aborder, toi ou certaines de tes amies, par exemple, quelle est la meilleure façon de le faire? Parce que parfois, je me mets dans la peau de certaines personnes, on a peur de dire la chose qu'il ne faut pas, de faire un geste qui n'est pas approprié, on veut pas mal faire, on veut tout le temps bien faire, être à l'écoute de vous. Alors, quelle est la meilleure façon pour t'aborder et pour te jaser ça finalement, si je te croise sur le coin de la rue? Bien, dans le fond, si vous connaissez pas une personne vivant avec une déficience intellectuelle, faut être patient vu que des fois, il y en a que c'est plus long à exprimer, puis c'est vraiment important. Et être à l'écoute aussi. Oui, être à l'écoute aussi. Oui. Patience, écoute, ouverture, je pense. Oui. Bienveillance aussi, être bienveillant envers vous. Oui, là. exact. Aussi, je pense que c'est une belle façon de le faire. Alors, les liens sont au bas de l'écran si on veut connaître l'organisme, le mouvement Personnes d'abord de Saint-Eustache. Ça a été un plaisir de t'accueillir, en tout cas. Puis je suis certain que tu dois être un des éléments forts de l'équipe. Tu as l'air très positive et très dynamique. Oui, mais c'est ma force aussi de sensibiliser au mouvement. Vu qu'il y en a des personnes qui ne sont pas à l'aise de parler de ça devant tout le monde, mais moi, je suis très, très, très à l'aise de parler de ça devant tout le monde. Je confirme. Puis je suis très à l'aise aussi de parler de mes diagnostics si vous voulez. Aussi, ben en tout cas, je suis très content de t'avoir accueilli. Ben, bravo pour cette démarche-là. Puis tu t'exprimes effectivement super bien. Ben, très bonne ambassadrice pour le mouvement Personnes d'abord. Félicitations. Puis merci. On fera le suivi. Alors, si tu veux bien nous revenir quand tu veux pour nous parler d'activité. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment heureux de l'accueillir depuis son passage à Star Academy en 2005. On dirait qu'on avait un petit peu perdu sa trace, mais c'est pour mieux la retrouver. Puis c'est une bonne occasion de le faire avec son disque, justement, qui s'appelle Sans détour. En plus, il habite à Laval. Oui! C'est David Tremblay qui est là. Salut! Hey, bonjour Alex, ça va bien? Autre raison pourquoi, une bonne raison qu'on t'invite, un Lavallois. Ben oui! Et tu fais du country, par contre, qui sonne région parce que tu viens de Jonquière. Ah, ouais. Tu peux pas renier tes racines, hein? Impossible, impossible. Puis si tu as écouté un petit peu l'album, tu remarqueras que c'est beaucoup référé. Toutes les chansons, c'est des chansons que j'ai composées en pensant au coin de où est-ce que je venais, parce que moi, je viens de la campagne à Jonquière. Et puis, c'est tous des moments qui sont marquants, qui étaient dans ce coin-là de pays, du moins. Là, si je ne m'abuse, OK? Oui, Tu sauras corroborer.
Tu as été figurant, comédien, mannequin, chansonnier. Oui. Puis tu as même. Est-ce que tu as même animé au 281? J'ai animé au 281. Oh! Je fais du bar depuis longtemps aussi. Encore, présentement, je fais encore du service. Qu'est-ce qui reste du 281? Il n'y a pas de linge? Ou non? Qu'est-ce qui reste du 281? Il Non, reste non, je blague. quand même beaucoup de choses, beaucoup de beaux souvenirs. Ouais. Premièrement, je pense que c'est la plus belle job que j'ai eue de toute ma vie. Là. Dans le sens job. Là, là, quand je fais des shows, c'est une autre affaire. Mais écoute, l'ambiance, l'ivresse des gens de 350 personnes un peu tipsy qui viennent voir des gosses déshabillés, c'est vraiment enivrant. Et comme quand tu es un beau bonhomme comme toi qui aime, j'imagine, pas mal la clientèle féminine, cet animé-là, ben disons que tu es prêt à toute éventualité à repousser les gros pieds. Ça t'a appris comment, ça, j'imagine, un peu laisse aussi? Ton imagination aller. Non, mais on a eu beaucoup de plaisir. Ouais, je me suis fait des amis là-bas. J'ai rencontré des gens qui sont vraiment incroyables, des danseurs qui étaient là pour... autre chose, il y a des danseurs professionnels qui sont là, qui vivent de leur art, qui sont... Fait que, tu sais, là, j'ai trouvé que c'était magnifique, puis j'ai trouvé ça le fun parce que c'est complètement différent d'un bar de danseuses que nous, on est habitués, que c'est beaucoup le sexe qui est mis de l'avant, tandis que là-bas, moi, en tant qu'animateur, c'était beaucoup l'humour. Fait que j'ai pu essayer des affaires, j'ai pu vraiment... Donner une expérience quasiment de scène, est-ce qu'on peut dire ça quand même? Ben vraiment, totalement. Parce que t'animes les auditions sur scène. Donc, les auditions, c'est toi qui es l'animateur. Quand tu arrives aussi pour le début de soirée, ben, c'est toi qui es sur scène aussi en animation. Première. Fait que c'est ça, c'est toi le premier, oui. Puis les gens peuvent penser que c'est peut-être un détour. Moi j'ai l'impression que non, parce que, tu sais, tous les trucs que tu as fait, parce que, comme tu dis, ça t'a donné une expérience pour par la suite trouver ton identité musicale, c'est sûr. Puis ça fait que je suis moins gêné. Ça fait que je suis plus à l'aise je sais un peu plus ce que je fais. C'est ça, je me sens plus à l'aise là-dedans. Et ton album s'appelle Sans détour. Ouais. Pourquoi justement ce titre-là? Écoute, j'hésitais entre 100 et 100. OK. Parce qu'il y a déjà 100 000 à l'heure, 200 000 la côte. Ouais. Mais non, mais parce que Sans détour, en fait, premièrement, c'est le titre d'une des chansons que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est que il y a aussi une affaire, c'est que le bonheur, il prendra pas de détour pour te rejoindre, peu importe où est-ce que tu es. Puis c'était un peu ça le truc. Puis je trouvais ça le fun aussi que ce soit un contraste avec le fait que j'ai tellement pris de détours. C'est pour ça que j'hésitais entre 100 détours et 100 détours. Ouais. Puis c'est ça. Mais il y a une chanson qui s'appelle 200 000 la côte, duo avec Ariane Laniel. Wow. Je trouve que on va l'entendre tantôt en extrait là aussi, mais je trouve vraiment que ta voix là-dessus, elle est plus posée. Il y a comme une couleur qui est différente. Et il y en a une autre chanson qui clôture l'album, Si jamais. C'est celle qui est venue le plus me toucher. Raconte-nous cette chanson-là. Je pense que tu me disais que tu pleures à chaque fois. Impossible de ne pas pleurer chaque fois que je la fais. Écoute, à tous les spectacles que je la fais, premièrement, quand j'essaie de faire des chansons, j'essaie d'incarner vraiment ce que tu es, là. Ce que je chante, exactement. Authentique. Puis, écoute, ça, c'est une chanson que j'ai composée sur mon garçon au moment où est-ce que j'ai eu le plus peur de le perdre pour une histoire de garde. Puis, finalement, donc, j'avais l'impression vraiment qu'il me glissait entre les doigts. Tu sais, puis je me disais, j'ai tellement mis d'efforts puis de cœur là-dedans que ça me déchirait. Mais tu vois, je t'en parle, ça me rend émotif. C'est vrai. Mais moi, je suis quelqu'un de proche de mes émotions. Je suis très... écoute, d'une pub de 30 secondes, tu peux me faire pleurer. Là. Ah oui? Oh oui. Je te mettrais pas au défi, je suis sûr que je réussirais. C'est pas très loin. C'est jamais très loin. Mais c'est ça, j'ai eu bien gros peur de le perdre, puis ça m'a inspiré. Mais là, ça va, là, sur ce plan-là. Ça va très, très bien. Mon garçon. Là, t'es-tu plus scotch ou country? Si je te demande de décider entre les deux. Je vais prendre le country parce que je peux me passer d'alcool, mais de musique, ça, c'est vraiment impossible. Mais j'adore beaucoup le scotch. Ouais. Je suis un bon buveur de scotch. Ça va bien avec le country aussi. Ça va super bien avec le country. Mais c'est parce que ça, c'était on faisait des mercredis soirs chez moi avec un de mes amis où est-ce qu'on se faisait des soirées scotch et country parce que il y a 4 ans, quand le country a commencé à prendre une nouvelle... exploser, là, vraiment. Exploser. C'est lui qui m'a apporté ça. Puis là, moi, j'avais trippé sur Gildor Roy étant jeune, mais pas plus que ça, tu sais. Puis finalement, lui, il m'a intégré des artistes comme Zach Bryan. Puis
j'ai fait OK. Fait que là, on apportait une petite bouteille de scotch, on écoutait des nouvelles tunes country, puis le New Country qui est sorti, fait que ça m'a bien gros inspiré. Puis je me suis dit, un jour, je vais écrire une chanson qui s'appelle Scotch et Country. Et ça te tente-tu de la jouer? Hey, oui, ça me tente. Alors, t'as-tu une guitare? J'ai une guitare, en tout cas, c'est la tienne. J'ai la mienne. C'est la tienne qu'on va prendre. Okay. On n'en a pas. Sinon, donc, on t'écoute à l'instant. On surveille tes actualités, on surveille tes spectacles. Tous les liens sont au bas de l'écran, mais moi, je veux t'entendre chanter. Alors, c'est déjà fini l'entrevue. C'est déjà fini. Mais on dit que ça va vite. Mais on va avoir un vidéoclip aussi qu'on verra dans les prochains instants, aussi qui va suivre également. Super. Alors, on t'écoute à l'instant dans Pour votre information. Il est déjà trop tard pour retourner chez toi. On fait la tournée des bars ce soir à Montréal. On a pris quelques bières cachées dans la valise, mes jeans préférés et mon coat de cuir. C'est le temps de la chasse et le bar est rempli, mais il ne reste plus de place. C'est Scotch et Country. J'ai tout de suite remarqué la barmaid au comptoir, sa belle robe fleurie qui suit les courbes de son corps. Le chum me regarde pour voir comment je me débrouille. Toutes les filles sont belles avec leur chapeau de cowboy. C'est le temps de la chasse et le port est rempli, mais il ne reste plus de place. C'est Scotch et Country. Hey! Tout le monde avec moi, frapper des mains. On fait le party jusqu'à demain matin. Sur le plancher de danse, step kick en avant. Allez, bouge tes hanches et descends lentement. Je joue le tout pour le tout, comme si tout était permis pour trouver l'amour ou la femme de ma vie. Je lui fais signe pour lui offrir un verre. Elle me sort en riant la bouteille de Beaumont. C'est le temps de la chasse et le bord est rempli, mais il ne reste plus de place. C'est Scotch et Country. Hey! Tout le monde avec moi, frappe des mains. On fait le party jusqu'à demain matin. Sur le plancher de danse, step kick en avant. Allez, bouge tes hanches et descends lentement. Tout le monde avec moi, frappe des mains. On fait le party jusqu'à demain matin. C'est le temps de la chasse et le bar est rempli, mais il ne reste plus de place. C'est Scotch et Country. Tout le monde avec moi, frappe des mains. On fait le party jusqu'à demain matin. Sur le plancher de danse, step kick en avant. Allez, bouge tes hanches et descends lentement. Tout le monde avec moi, frappe des mains. On fait le party jusqu'à demain matin. C'est le temps de la chasse et le bar est rempli, mais il ne reste plus de place. C'est Scotch et Country. Au bord de la route, la pluie au visage, le temps se couvre et les heures qui passent. T'attendre encore ou prendre le large, t'es en retard et j'ai peur pour toi. J'ai compté les kilomètres, je me suis perdue en chemin. Sur une route tracée d'avance, j'ai passé 3 fois devant. C'est ma courtière immobilière. Pour votre information, c'est Sophia Iannantuono. Salut Sophia. Allô Alex. Pour la dernière de la saison et le marché en ébullition, tu as voulu nous inviter à se repositionner, à se reposer ces questions qui sont tellement peut-être de base pour certains, mais qui font toute la différence quand il est question de vendre notre demeure. C'est-à-dire pourquoi certaines maisons se vendent pas et d'autres, oui, très rapidement. Comment trouver ces pistes de solutions? Les raisons sont multiples, mais est-ce que le prix est la porte d'entrée tout le temps quand on peut se poser la question? Bien, c'est un facteur quand même qui est assez important. C'est quand on est courtier immobilier puis on veut rendre un mandat accessible, notre but premier, là, c'est d'essayer de maximiser la valeur de l'immeuble et aussi de la vendre le plus rapidement possible. Puis il y a une raison pourquoi on veut la vendre le plus rapidement possible. Bien, c'est d'aller chercher souvent le gain pour pouvoir se reloger, par exemple. Puis j'imagine parce que c'est quoi, une maison qui est trop longtemps sur le marché,
on commence à se questionner, puis elle perd de la valeur ou Exact. dans la perception des gens? Dans ou- la perception des gens, c'est souvent ça. La maison, elle peut être en parfaite condition. Ça peut être même la maison parfaite pour un certain client. Mais ils disent, mais c'est pas normal. Comment ça qu'elle est sur le marché? Ça fait comme 6 mois, 8 mois, même des fois 1 an. Oui, maintenant, les maisons sont sur le marché pour une période vraiment plus allongée qu'au passé. Mais une maison qui est là, des fois, pendant même des années, les gens se disent, bien, elle a un problème, sinon elle serait vendue. Mais en réalité, elle a peut-être pas un problème du tout. C'est juste que le prix initial était peut-être trop élevé, ce qui fait que la maison ne s'est pas vendue. Alors, comment bien savoir là, si c'est un prix compétitif? Est-ce que c'est de repérer dans notre quartier? Bien, je comprends que le courtier peut nous aider dans ton cas aussi, tu peux nous aider, mais est-ce que c'est de regarder l'évaluation municipale, les demeures vendues du même genre de terrain, de dimension, superficie aussi? Ou... Oui, exactement. C'est définitivement une équation mathématique. C'est pas juste, on n'a pas de baguette magique. Ouais. On aimerait ça avoir une baguette magique, mais en réalité, c'est personne qui décide le prix de la maison. C'est vraiment la demande du marché. Donc, c'est une étude de regarder c'est quoi l'évaluation municipale, c'est quoi le prix des maisons qui ressemblent à celle-ci sur le marché, puis c'est pas le prix auquel ils l'ont affiché, mais bel et bien le prix qu'ils l'ont vendu. Oui. Et souvent, on se dit, si je vais donner un petit coup de pinceau, je vais redonner un petit peu d'amour à l'intérieur et à l'extérieur, mais Ouais. ça, le plan visuel, on achète avec les yeux, on ne veut pas quelqu'un achète une voiture avec les yeux, ça va être le cas aussi pour une maison. Là. Absolument. On en a souvent parlé sur les émissions, mais la propreté, le désencombrage, c'est la loi numéro 1. Parce que ça ne vaut pas la peine de faire des rénovations majeures. C'est plus important de s'assurer, comme tu as dit tantôt, un coup de peinture, puis de s'assurer que l'attrait visuel est présente. On passe beaucoup par des plateformes comme Centris. Est-ce que ça a vraiment une grande incidence sur la vente de la maison de façon plus rapide ou non? Oui, mais c'est surtout de mettre des belles photos professionnelles. Des fois, la maison c'est une maison qui peut être très intéressante, mais si l'attrait visuel, encore là, n'est pas bien, la mise en marché n'est pas forte, bien, ça fait qu'il va peut-être avoir moins de visiteurs à la maison. Donc, c'est comme du marketing, finalement. Là. C'est vraiment important. La mise en marché, je dirais, c'est un des points les plus forts qui est important. Puis moi, souvent, quand je vais aller magasiner avec des clients sur Centris avant de faire des visites, des fois, ils ne voient pas la beauté de la maison parce qu'il y a trop de choses partout, puis ils n'ont pas le visuel à long terme et la possibilité. Et si jamais, justement, on ne suit pas tes recommandations et que ça prend un laps de temps qui est plus long dans l'espace-temps pour pouvoir vendre notre maison, il y a des conséquences là, de ne pas vendre rapidement. Là. Oui, puis il faut éduquer nos clients aussi pour dire, regardez, on peut essayer, si vous voulez, pour un certain nombre de temps, mais il faut s'ajuster rapidement. On ne veut pas passer un temps qui est trop important parce qu'ensuite, il y a le paiement de l'hypothèque qui continue, les assurances. Pression financière. C'est ça, les taxes aussi qui vont rentrer, peut-être la femme de ménage, il y a la personne qui va couper le gazon. Donc ça, c'est tous des coûts qui sont là d'une façon en répétition. Donc, ça ne vaut pas la peine des fois d'étirer, de dire, c'est beau, je vais laisser le marché me dire c'est quoi la vraie valeur de ma maison. En plus d'apporter peut-être du stress, de l'anxiété, vraiment, ça amène ce genre d'inconvénients-là dans un couple aussi, là, ça peut amener ce genre de pression-là. Puis même pour une famille, si on a des enfants, puis on a du soccer, on a du ballet, puis là, il y a une visite qui s'en vient, bien là, il faut faire le ménage. As-tu nettoyé la toilette? Est-ce que la maison, elle est prête à accueillir des visiteurs? Donc, vaut mieux rentrer avec un prix qui est juste et de minimiser le temps des visites. Oui, et de peut-être pas oublier qu'il y a une dynamique du marché. Hein. Ça peut, durant la période estivale, être plus fort ou selon une période de l'année, selon plusieurs choses, même dans l'actualité, avec récemment les taux qui ont changé. Tout ça peut avoir une incidence sur le prix de notre maison 6 mois avant, 2 mois avant, 2 semaines auparavant aussi sur le prix de la maison qu'on peut vendre. Là. Absolument. Ça fait une différence, la dynamique du marché, les nouvelles aussi qu'on va entendre, même au mois de février avec Desjardins quand ils ont décidé des hypothèques avec les bords de l'eau. Ça a quand même une conséquence sur la valeur qui peut diminuer. Oui, en zone inondable ou pas. Il y a une nouvelle cartographie qui a été faite là, récemment par le gouvernement du Québec. On est en train de légiférer. Tout ça va avoir, c'est sûr, aussi son action pour voir notre pesant d'or ou non, ou la pleine satisfaction du montant qu'on va aller chercher si on va vendre notre demeure pour la personne qui désire vendre. Et puis, évidemment, on se tourne vers des gens de compétences, des gens qui, comme
toi sont formés, connaissent les lois, les règles, pour bien les vulgariser, répondre aux questions aussi de leurs clients. C'est tellement important. Oui, ça fait la différence aussi pour avoir nos pleins droits. Merci beaucoup pour cette saison, Sophia. Ça me fait plaisir. Tu es la bienvenue pour la saison prochaine, l'automne prochain. Est-ce que c'est un oui? Oui. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Parfait. J'ai les clés de maison, si tu veux. On va emménager ensemble pour une autre saison. Merci, Excellent. merci à toi, Sophia. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Mon prochain invité, juste ça. Il aurait pu en rester à avoir fondé les Francopholies, notamment le Festival de jazz de Montréal, mais c'est beaucoup plus que ça, son parcours. On le sait qu'il a fondé des salles de spectacle également, a été impresario. C'est un parcours fort intéressant et, ma foi, unique dans ce livre. Je rêvais d'un festival. On comprend un peu mieux derrière les réussites que l'homme était bien entouré. Il a fait preuve d'audace, d'acharnement, de ténacité et de détermination. Alain Simard est avec nous pour nous parler de son livre « Je rêvais d'un festival ». Bonjour, M. Simard. Bonjour, merci. Et merci d'être avec nous. Sincèrement, vous êtes probablement un des hommes de la culture au Québec depuis les 30 à 40 dernières années qui a le parcours le plus impressionnant pour moi. Pourquoi c'était important pour vous de vous livrer dans un livre? Bien, à l'origine, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé. Je disais, j'écrirai jamais ma biographie, c'est prétentieux. Et finalement, après 10 ans de retraite, des amis m'ont convaincu que j'avais eu la chance d'avoir un point de vue privilégié sur toute la révolution culturelle, et politique et sociale qui a pu secouer le Québec, là, à l'époque du baby-boom, sans doute, mais à l'époque hippie aussi, que je trouvais qu'il avait mal été documenté aussi. Il y a peu d'écrits pour faire comprendre, parce que je l'ai écrit d'abord pour mes enfants et mes petits-enfants, c'était pour leur faire comprendre d'où venait tout le contexte dans lequel est née toute cette nouvelle culture, les festivals et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et M. Simard, en tout cas, on comprend assez rapidement que, disons que cette passion-là des affaires, d'être un promoteur, par exemple, de spectacles ou d'événements culturels, c'est venu au sein même de vos racines, là, de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Donc, vous n'êtes pas tombé trop loin de l'arbre, comme on dit. La pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Là. Je ne savais même pas que mon arrière-grand-père avait été à l'exposition universelle de Paris, puis avait un cirque ambulant, un musée de cire, que mon grand-père avait participé au carnaval d'hiver de Montréal, construisait un château sur le square Dominion. Mes parents m'avaient caché ça. J'ai découvert ça quand je préparais pour mes archives nationales. Mais dans le fond, c'était pas tellement un sens des affaires que de la mission. À l'époque hippie, je croyais que la musique pouvait changer le monde. C'était naïf, mais dans le fond, quand on y pense aujourd'hui, la musique a changé le centre-ville de Montréal. Ben oui. Puis d'ailleurs, comment expliquez-vous, parce que, j'ai lu votre livre, bien sûr, j'ai été fasciné par les rencontres que vous avez faites, puis on pourra en aborder de ces anecdotes et autres que vous livrez dans le livre, mais comment vous l'expliquez, ce succès-là? Est-ce que c'est un mélange de timing, dans le sens que vous êtes tombé dans la bonne époque, où tout était à bâtir? Est-ce que c'est un mélange d'audace? Comment vous expliquez ce succès-là que vous avez eu avec votre acolyte André Ménard, notamment? Avant de connaître André, déjà, j'avais lancé La Clé avec les groupes underground. Après ça, j'étais déjà gérant d'artistes avec les productions Cosmos. J'avais fait venir Pink Floyd, Genesis dans le début du rock progressif. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vendre des spectacles à André Ménard au Cégep Maisonneuve. Il était plus jeune que moi. Puis plus tard, on s'est retrouvés ensemble dans Spectra. Mais c'était d'abord un sens de la mission pour faire découvrir les musiciens que j'aimais et que j'avais les prétentions de croire qu'ils étaient plus valables que d'autres. Bon, au Québec, c'était le yéyé, les traductions des hits américains par toutes sortes de vedettes là, qui passaient à la télévision. Et évidemment, j'ai cherché à faire connaître toute une nouvelle génération. C'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis ramassé à produire Harmonium, Beau Dommage, après avoir fait Bach, etc. Là. Mais c'était toujours dans l'optique d'aider, de donner des moyens aux artistes de se faire découvrir, mais aussi de réaliser leurs rêves. C'est ainsi que j'ai parti d'une compagnie de production de télévision, d'une compagnie de disques, pour que les artistes aient le contrôle artistique sur leurs produits. J'étais le premier comme ça à produire des émissions de télévision en 24 pistes stéréo, puis en 48 pistes stéréo. Tout le monde riait de moi en disant « ça sert à rien, il y a juste un petit haut-parleur dans la télé ».
Et finalement, ces émissions-là, bon, ça a permis de faire des disques live parfois, mais aussi la télévision, évidemment, ce catalogue-là s'est vendu plus tard dans le monde avec les émissions de jazz ou de francophonie. Et c'était donc un moyen de donner aux artistes le contrôle sur leurs produits. Mais vous Parce que avez... toute une nouvelle génération d'auteurs-compositeurs. Mais vous avez quand même défriché un son. Montréal, on avait oublié dans les années 70, on avait oublié que Montréal avait été, dans les années 40, 50, une plaque tournante pour le jazz. Vous l'avez ramené dans l'esprit des gens aux abords des années 70, début 80, avec le Festival de jazz, qui en a fait un des plus importants au monde. Il fallait quand même oser d'audace à une époque où c'était une ère nationaliste, une ère où les artistes francophones étaient en vogue. D'ailleurs, vous êtes occupé d'Harmonium, Beau Dommage et tout ça. Donc, c'était quand même, je trouve, assez audacieux. Vous avez eu le flair pour ça aussi. Il faut voir que je faisais venir des groupes de rock progressif, puis au milieu des années 70, le rock progressif et le jazz rock c'était dans une suite logique. Ouais. Des musiciens qui étaient plus créatifs, qui cherchaient des nouvelles formes. Et à ce moment-là aussi, le jazz, qui était né de la musique des Afro-Américains, explosait avec le jazz latin, le jazz rock, le jazz fusion. Les musiciens du monde entier s'appropriaient la forme d'expression musicale, les rythmes, et l'adaptaient avec leurs propres influences. Et comme Montréal avait été la porte d'entrée du rock progressif en Amérique, je croyais que le jazz Montréal pourrait être la porte d'entrée pour les musiciens de jazz partout dans le monde, pas juste les musiciens américains. Et bon, j'étais un amateur de jazz. Même mes parents avaient des disques de jazz quand j'étais plus jeune. J'avais regardé... Radio-Canada avait déjà organisé un festival de jazz que j'ai pu entendre à la radio dans les années 70 aussi. Le festival Montreux était à la télévision. Ça m'a donné des idées. C'est pas moi qui ai inventé l'idée de mettre un festival de jazz à la télévision internationale pour le faire connaître, mais disons que ça a marché pas mal, oui. Effectivement. Alors, donc, j'étais là au bon moment, si on veut, au moment où il y avait une révolution musicale, culturelle, sociale. Et l'idée d'un festival de jazz, c'était parce qu'à Montréal, dans le jazz, en général, c'était de la musique instrumentale. Les Québécois francophones l'écoutaient beaucoup pour ça. C'est pour ça que le rock progressif a aussi bien marché. Ils n'écoutaient pas les paroles, ils écoutaient la musique beaucoup plus. Et donc, la musique instrumentale, et ça rejoignait les Montréalais, aussi bien anglophones que francophones, et de toute génération, parce qu'il y avait les amateurs de jazz, de bebop, tout comme les amateurs de jazz moderne. Oui. Et les musiciens montréalais aussi s'appropriaient la forme. Alors, c'était un timing extraordinaire pour lancer un festival avec une optique toujours. Je rêvais toujours de présenter des spectacles gratuits et de faire découvrir des artistes. Alors, le festival avait à la fois le rôle de faire venir les grandes stars internationales. J'étais très heureux quand j'ai réussi à faire venir des Ella Fitzgerald, Scott Peterson, Miles Davis. Mais en même temps, je faisais découvrir Oliver Jones, que personne ne connaissait, ou Lorraine Desmarais. Alors, le succès populaire de ce festival-là, c'est les Montréalais qui l'ont fait. Parce qu'ils ont embarqué, ils ont été incroyablement... tu sais, quand on y pense, là, quand il peut y avoir 1 demi-million de personnes sur un site qui peuvent prendre un verre de bière ou de vin et qu'il n'y a jamais eu aucune tragédie, les gens dansent avec des gens qui ne connaissent pas, se parlent, il n'y a plus de barrière de race, de religion, de langue. Alors, c'est ce dont je suis le plus fier. En tout cas, il y a quoi en être, puis vous racontez à travers le livre Genesis, donc cette histoire assez incroyable. En 1973, voulez-vous, en terminant comme mot de la fin, de raconter ça, si vous voulez, parce que moi, j'étais abasourdi, là. C'est parce que ils avaient fait 2 fois le Sepsum à l'Université de Montréal, 2 soirs complets, Genesis, et là, ça explosait. Là. Ils jouaient à Rochester le lendemain, et il n'y avait pas d'avion directement de Montréal, donc on a loué 2 autos pour les reconduire à Rochester. Il faut dire que les gars de Genesis, on les connaissait quand même assez bien, on avait organisé leur première tournée, ils avaient notre âge, on partageait, on s'était aidés mutuellement. Alors, je suis parti en auto, moi, avec Phil Collins et le claviériste Tony Banks. Et avant d'arriver à la frontière américaine, on dit « Oh, il nous reste du pot. Il faut le fumer avant de passer la frontière. » Alors là, Phil Collins a roulé des joints, puis il a mis les graines dans le cendrier de l'auto, ce que je ne savais pas.
On est passé aux États-Unis, comme une lettre à la poste. Ils ont pu faire leur spectacle, mais au retour, moi, les douaniers canadiens ont fouillé le tour puis ont découvert les graines de pâte dans le cendrier. Je leur dis, je suis juste le chauffeur qui est allé les reconduire. Quand j'ai raconté ça à Phil Collins quelques années plus tard, là, il a ri beaucoup. Parce que j'ai dit, une chance parce que vous n'auriez pas eu de show à Rochester ce soir-là. Ce sera le mot de la fin, mais vous en apprendrez beaucoup sur votre parcours puis sur plein d'autres anecdotes. Je trouvais que c'était une excellente façon de terminer notre entretien. Monsieur Alain Simard, ça a été un plaisir de vous accueillir, de vous recevoir. Tout le succès et aussi que votre après-carrière, soit la retraite, soit tout aussi remplie que celle qui vous a habité pendant plus de 40 ans. Merci à vous. Là. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'est une jeune autrice que j'aime beaucoup. Elle vous a sans doute accompagné durant les derniers étés avec plusieurs succès sur le plan littéraire. Balcon est son plus récent livre disponible partout. D'ailleurs, elle connaît bien Laval. Salut Marianne Brisebois. Allô Alex. Oui, parce que tu as résidé longtemps à Laval. Là. Oui, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ah oui, Saint-Maxime, Saint-Martin. Saint-Martin, Collège Montmorency, même le campus de l'Université de Montréal à Laval. Ah, donc regarde, hein? Une vraie de vraie. D'ailleurs, tu parles de Laval, on pourra l'aborder, mais dans un de tes livres à succès. Allons-y avec Balcon, qui est ton plus récent. C'est donc cette intrigue qui est menée par Xavier et Élie, deux jeunes hommes donc, qui ont bien peu en commun, qui deviennent colocs du jour au lendemain. Il y a une cohabitation qui se fait, va naître une amitié, puis c'est loin des codes. On l'est rapidement conquis par le livre, mais on le décode rapidement que c'est loin de la masculinité traditionnelle. Pourquoi tu avais envie d'aborder ce thème-là? Bien, en fait, c'est parce que moi, ce que j'aime le plus faire dans mes romans, c'est vraiment de plonger dans des amitiés qui sont un peu hors du commun, dans le sens où c'est des personnages qui, à cause de certaines circonstances de la vie, vont se rencontrer, comme dans ce livre-là, Xavier et Élie, au départ. C'est un peu complètement farfelu, ce qui fait en sorte qu'ils vont se rencontrer et qu'ils deviennent proches. Puis là, on dit que c'est loin des codes de la masculinité traditionnelle, c'est plus parce que c'est des personnages qui vont se montrer très, très vulnérables l'un envers l'autre, qui vont beaucoup décortiquer leurs émotions et sentir un peu qu'ils ont rien à perdre à se confier à l'autre, sans tabou, sans avoir peur du jugement, au fil que la relation va se construire entre eux. Et bien sûr, on va assister là, à des conversations qui sont très intimes. C'est là où je pense qu'on sent que c'est moins traditionnellement masculin. Est-ce que c'est ce à quoi tu assistes autour de toi quand tu entends des jeunes hommes parler? Tu as la jeune vingtaine quand même. Est-ce que tu vois chez la nouvelle génération de jeunes adultes masculins cette ouverture-là à plus être libre de dévoiler leurs émotions? Bien, c'est sûr que moi, je suis pas là quand les hommes sont seuls Où tu entends parler. Fait que c'est sûr que là, j'ai vraiment fait une relation où les deux hommes sont ensemble, ils vont s'ouvrir l'un à l'autre. J'ose croire qu'on tend vers ça, mais alors, est-ce que de dire que les codes de la masculinité ont complètement changé déjà? Je pense que non, mais c'est sûr qu'on tend vers ça le plus possible, je l'espère. Puis, d'ailleurs, c'est quoi? Parce que là, bon, les gens qui veulent le porter plus loin, sont intrigués, vont évidemment aller chercher ton volume Balcon, mais c'est quoi pour toi, à tes yeux, la masculinité saine et non toxique? Parce que par la suite, ça se rejaillit envers nos relations, envers nos conjointes, envers nos relations, autant avec les hommes et les femmes, aussi tout ça. Là. Mais en fait, c'est que dans ce roman-là, on va avoir deux personnages masculins qui ont subi la masculinité toxique de différentes façons. Ouais. Et c'est là où j'ai voulu aborder quelque chose d'un peu différent, où les victimes de cette masculinité toxique-là n'étaient pas des femmes, mais étaient des hommes. Et je pense que ça les confronte eux-mêmes à leur propre biais, au fait qu'on a un peu tous grandi là-dedans. Mais tu sais, de là, je n'ai pas la réponse sur qu'est-ce que c'est exactement, mais je pense que de toujours avoir un peu plus d'ouverture à communiquer ses émotions et à ne pas prendre pour acquis certains comportements comme étant acceptables juste parce qu'on a toujours été habitué à ça, c'est déjà un bon début. Oui, je pense qu'on est d'accord avec ça. Puis d'avoir ce regard, pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est parce que souvent, je trouve, en tout cas, dans la littérature, il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit sur les femmes, mais peu de femmes qui ont écrit sur les hommes ou pour les hommes aussi. Ça change, ça fait du bien aussi dans le portrait littéraire qu'on a. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est vrai d'avoir une perspective, que c'est un homme qui a un peu décrit la réalité d'une femme, on l'a beaucoup vu, ça a été quand même critiqué, aussi ce qui a été écrit plus dans le passé. Mais oui, de prendre un personnage masculin, pour moi, j'ai pas non plus voulu
représenter qu'est-ce qu'était la masculinité maintenant avec un personnage masculin. Mais je pense que pour la construction de n'importe quel personnage, c'est d'y aller dans le plus de nuances possible parce que c'est des personnages qui sont humains, donc qu'ils soient hommes ou femmes, on plonge dans ces nuances-là pour qu'ils deviennent le plus réaliste et imparfait possible. Puis pourquoi parce que le titre du livre s'appelle Balcon, ça se passe au 2e étage d'un duplex. Donc tout ça est imbriqué dans ton intrigue quand même. Et pourquoi la métaphore du balcon, le titre, pourquoi c'était important pour toi d'y aller avec ça? En fait, c'est comme un peu la trame de fond de l'histoire, un peu comme si on le voyait au théâtre. C'est l'élément visuel le plus important, c'est le balcon, parce que ça va un peu avec le livre en général. C'est un livre qui est un personnage qui est très confronté à ses souvenirs et cet espace-là qu'il y a pour faire le point sur où il en est maintenant et penser à ses souvenirs, c'est sur le balcon. Puis il y a un peu la métaphore de regarder au loin et regarder en bas parce qu'il est dans une situation de sa vie qui va très mal où on dit qu'il s'est ramassé complètement à tout devoir lâcher. Et il y a aussi le fait que, il y a cet espace-là contemplatif pour lui qui est le balcon, mais aussi le personnage va parler du fait que de toute sa vie, il s'est jamais senti à la maison. Il a toujours senti qu'il empruntait l'endroit où il vivait. Puis le balcon, pour lui, c'est comme cet endroit-là qui est à moitié public, à moitié privé, où on a le droit d'être là, même si c'est pas notre maison. Et voilà, donc c'est pour ça que la plupart des scènes se retrouvent sur un balcon. C'est sur le balcon, ben oui, j'ai compris rapidement. Puis les regards aussi, quand tu es sur un balcon, tu as un point d'horizon, tu l'as dit, puis tu as un regard qui peut aussi être vers toi, tu sais, parce que tu reçois le regard des autres qui sont sur leur balcon, là, si je continue un petit peu la métaphore. Je me tourne vers l'autre livre qu'on a, parce que celui-là, bon, les gens peut-être vont le connaître, Quelques solitudes, qui a été lancé il y a quoi, 2 ans, 3 ans? Oui, c'est ça, 2 ans. Hein? Déjà, le temps passe vite. Et ça se passe pas mal à Laval, en plus. Oui, ça se passe à Laval, dans l'île verte. Exactement. Puis Laval inspire beaucoup. Oui, vraiment. Et donc, Quelques solitudes, format de poche. Est-ce que, puis là, ça va peut-être paraître un peu niaiseux là, comme question, mais il y a comme une forme de consécration d'avoir un format de poche. Est-ce que je me trompe? Non, mais ça veut dire que tu as atteint un certain niveau de succès et d'impact auprès des lecteurs, lectrices. Ben moi, j'ai l'impression, pas tant juste au niveau du nombre de ventes et tout ça, mais que c'est le livre que j'écris dont j'entends le plus parler, qui est celui que je reçois le plus de commentaires et celui qui semble faire presque l'unanimité. Est-ce que tu as une raison pour l'identifier? Pourquoi tu reçois le plus? Ou... Je pense que c'est très facile de s'identifier au personnage principal, alors que les autres romans que j'ai écrits, les personnages principaux sont vraiment dans une situation que c'est pas nécessairement tout le monde qui l'a vécu, mais dans Quelques solitudes, je pense que c'est facile de s'identifier au personnage. C'est aussi une lecture que, malgré qu'il y a des sujets qui sont difficiles dedans, c'est une lecture qui est quand même légère. C'est celle que je vais recommander le plus pour une lecture d'été. Il y a aussi une narration qui est très page-turner, une ambiance qui est le fun en été, même si on aborde des sujets qui sont plus durs. Puis qui se passent à Laval. Ah oui, à Laval quand même. Alors, vous allez vous sentir un peu chez vous lorsque vous allez pouvoir lire ce livre-là, même si vous êtes à l'extérieur, vous ennuyez de votre Laval, ben, vous allez pouvoir retrouver un peu de Laval en vous lorsque vous allez revenir à la maison. Alors, 2 livres disponibles. Alors, format de poche, quand même, qui s'insère très, très bien dans les bagages, soit Quelques solitudes, puis bien sûr, Balcon, que j'ai beaucoup aimé. Puis, je trouve que ça fait du bien. Encore, je le ravive à l'esprit, mais je trouve que de parler de masculinité, puis de manière moderne, avec ton phrasé, un regard féminin aussi qui se porte sur la question, avec ce qu'on a entendu ces dernières années, je trouve que c'est rafraîchissant. Alors, merci beaucoup. Un bel été à toi. Puis, j'imagine que toi, tu as écrit à peu près 5 livres en 2 ans et demi. Fait que tu dois écrire déjà le prochain, là. Oui, c'est pas mal aussi le projet pour l'été, là. Ah oui, en plus. Elle n'arrête jamais. Marianne Brisebois, ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci. C'est la dernière de la saison, puis je pense qu'elle a comme décidé de faire mon examen du ministère de fin d'année. C'est mon enseignante. Elle est aussi elle est aussi directrice générale, oui, du Centre d'assistance et d'accompagnement au Plaine de Laval. Josée Laperle, bonjour, merci d'être là. Ça me fait plaisir. On aime beaucoup la formule de faire comme une sorte de quiz ou de questions-réponses. Ben oui. Et je te laisse mener le bal de notre conversation tout de suite. Ben effectivement, ça va me faire plaisir de faire. Je suis venue quand même quelques fois là, dans le courant des derniers mois. J'ai transmis plein d'informations sur différents sujets. Fait qu'effectivement, c'est ton examen aujourd'hui, puis même ceux à la maison également. On va voir si j'ai bien fait mes devoirs et mes leçons. Là. Oui, surtout si tu m'as bien écouté pendant que je parlais. Promis, je t'ai écouté. Je suis prêt. Donc, c'est des questions qui touchent l'ensemble de mes présences avec vous. Alors, on va commencer par un vrai ou faux facile. Là. Quand même, j'y vais doucement, une chance sur 2 de l'avoir. Hein? Alors, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que le transport ambulancier, là, c'est gratuit? C'est faux.
ça coûte quelque chose, là. Je veux dire, Effectivement, c'est faux. Le transport ambulancier n'est jamais gratuit. C'est ce que je vous ai expliqué lors d'une de mes présences ici. Sauf si on coche certaines cases. Là. Donc, si on a plus de 65 ans, si on est une personne autochtone ou un ancien combattant ou, par exemple, qu'on reçoit de l'aide sociale. Mais sinon, il y a toujours une facture qui est associée, des frais qui sont associés au transport ambulancier. Fait que là, je suis correct, là. 1 sur 1. Yes, 1 sur 1. Même s'il y a eu un petit doute après la première réponse. Oui, c'est ça. J'ai eu un petit doute, là, mais mais après ça, oui, je sais où je m'en vais. Let's go, je suis prêt. À la prochaine. Je suis venue, à un moment donné, je vous ai parlé des priorisations dans les urgences, qu'on avait des codes de priorité quand on arrivait à l'urgence et qu'on passait au triage. Bien, il y en a combien des codes de priorité au Québec? Est-ce qu'il y en a 3, 5 ou il y en a 7? Est-ce qu'il y en a 5, je pense? Effectivement, okay. 2 en 2. Okay. Donc oui, il y a 5 codes de priorité allant de la priorité 1, où là, on est vraiment en danger de mort imminente, jusqu'à la priorité 5, où dans le fond, notre état de santé là, pourrait nécessiter une intervention. Oui, mais ça pourrait attendre quelques jours là, pour aller en clinique. J'ai appris mon par cœur comme il faut. Là. On apprenait ça à l'école, là, du par cœur. Là. Alors, on voit que c'est ça à donner, dans mon cas. On continue avec une autre question. Oui. Je vous ai parlé à un certain moment de santé mentale aussi, de bien-être mental. Donc, est-ce que c'est normal en vieillissant de déprimer? Je dirais que non. Je dirais qu'il faut. C'est pas normal. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'âge où c'est normal de déprimer, finalement. Là. Effectivement, bravo. Encore 2 morceaux de robot, ça va bien. On aurait dû en mettre un derrière. Et puis il y a Lucette en arrière qui me dit les bonnes réponses. On aurait dû l'inviter. Ben oui, Lucette, viens t'asseoir. Ah ouais, Lucette, viens t'asseoir. Elle n'est pas game de venir s'asseoir. Mais donc, effectivement, là, être déprimé, c'est jamais normal, indépendamment de l'âge, indépendamment de ce qu'on vit. Donc, quand on voit qu'un de nos proches, là, c'est ça, perd de l'intérêt, perd de l'appétit ou quoi que ce soit. C'est en détresse, là. Il faut poser des questions puis tendre la main là, pour leur venir en aide. Donc, bravo, tu t'en sors très bien. Tu t'en sors très bien. On continue. J'aimerais ça que tu me dises quels sont les types de chambres qui sont gratuites à l'hôpital? Bien, il n'y a pas de type de chambre qui est gratuit. J'ai l'impression parce qu'on paye, dans le fond, notre système nous-mêmes de santé par nos impôts, nos taxes, ou y a-t-il un type de chambre qui est gratuit? On patine un petit peu. Il y a une partie de ta réponse qui est vraie, effectivement. Le système de santé, même si les services sont gratuits, on les paye tous par le biais de nos impôts. Mais par contre, à l'hôpital, il y a vraiment un seul type de chambre qui n'engendre aucun frais, et c'est quand on demande une salle. Parce que lorsqu'on demande une chambre semi-privée ou une chambre privée, là, on va se voir facturer. C'est sûr que plusieurs compagnies d'assurance vont couvrir les frais pour une chambre semi-privée, mais à la base, il faut demander une salle là, pour bénéficier de la gratuité. C'est vrai, celle-là m'a glissé un peu. Ça va, c'est normal. La perfection, c'est ennuyant, donc... Je sais. C'est comme, de temps en temps, il faut aussi montrer, c'est ça, faut que j'abaisse mon standard aussi. Je sais qu'il est toujours très élevé, mais à un moment donné, c'est la dernière. Ta vulnérabilité oui, je suis un être tellement humble et distingué. Alors, continuons. Autre question, vrai ou faux? Quand on arrive à l'hôpital en ambulance, là, on est vu plus vite par le médecin. Non, en fait, c'est toujours l'échelle, je pense, de gravité. Là. Il y a toujours des codes auxquels on est accolé, tout dépendant si, par exemple, on a un accident de voiture, donc selon les conditions de notre santé aussi. Oui, j'essayais de garder un visage. Non, mais ça je savais. Il n'y avait pas de problème. Mais effectivement, le fait d'arriver en ambulance, la seule chose qui peut aller un petit peu plus rapidement, c'est justement le triage, où là, on va nous donner une cote de priorité. Mais si on se présente en ambulance puis on a une foulure à la cheville, notre cote de priorité, on ne verra pas le médecin plus rapidement. On va avoir une cote 4 ou 5, dépendamment. Puis, on va attendre aussi longtemps que notre état nous met dans la ligne d'attente, effectivement. Et là, c'est là m'embête parce que là, il faut que je nomme 3 choses. OK, donc... peut-être juste expliquer, là, vas-y. Les questions ont été un peu vues d'avance, mais il n'y avait pas les réponses quand même. Non, c'est ça. Donc, oui, la prochaine question, il y a quand même plusieurs éléments de réponse qui sont possibles. Donc, ça t'ouvre quand même la porte là, à de bonnes chances d'avoir une bonne réponse. Mais j'aimerais que tu me nommes 3 choses qui est recommandé de faire pour faciliter son parcours lorsqu'on utilise les services là, en santé. 3 choses. Est-ce qu'il y a un choix de réponse? Non. OK. J'ai fait une entrevue avec toi sur le sujet. Oui, je sais. Il faudrait que je m'en
rappelle. J'étais à l'écoute en plus, c'était bien écrit sur le tableau en plus. Bon, j'imagine donner des choses pour faciliter notre parcours. Ben là, poser des questions, naturellement. Il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on va avoir, si c'est un traitement ou autre, savoir qu'est-ce qu'on nous administre. Peut-être valider notre compréhension des choses aussi. Si on comprend bien ce qu'on nous explique, si on est apte aussi à recevoir l'information, souvent, ça peut être avec une personne qui nous accompagne si on n'a pas cognitivement toutes nos facultés, finalement, pour toutes sortes de raisons, j'imagine. Faire le suivi, c'est-à-dire que nous, en tant que patients, c'est à nous aussi, des fois, de prendre le téléphone, d'appeler le médecin. C'est pas seulement au système de santé d'être à notre service, finalement. Là. On a une responsabilité citoyenne aussi. Là. Ben, tu nommes presque mon top 3. Fait que c'est bon, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire pour se faciliter la vie dans le réseau de la santé. Mais effectivement, poser des questions, plus. Dès qu'on ne comprend pas, il ne faut pas être gêné, il faut en poser. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Il faut vraiment s'assurer de bien comprendre. Être accompagné quand on est stressé, quand on a de la misère à comprendre, quand on est malade. Être organisé, préparé, donc prendre en note les rendez-vous, les personnes qu'on va rencontrer, pourquoi on les rencontre. Donc, ça nous aide à nous déstresser. Puis aussi à parfois guider les gens dans les établissements qui, eux, ne savent pas trop pourquoi on est là. Et oui, faire les suivis. Il y a souvent des chaînes de communication qui sont brisées dans ce gros bateau qu'est le réseau de la santé. Donc, on nous avait dit qu'on nous donnerait des nouvelles. On n'en a pas, on n'hésite pas, on appelle. On nous avait dit qu'on nous appellerait pour un rendez-vous. Ça fait 2 semaines que le délai est passé. On fait un suivi, il ne faut pas être gêné. Et je veux devancer les autres questions parce que le temps file, Josée, mais par contre, une chose qui est certaine, c'est si par exemple, on ne peut pas se présenter un rendez-vous, d'aviser. C'est comme, vous le faites au restaurant, vous le faites pour un rendez-vous médical. Je veux dire, c'est impératif. Puis évidemment, de porter plainte, c'est un geste qui est constructif. Vous êtes là d'ailleurs pour recevoir les plaintes, pour répondre aux questions des gens aussi. Effectivement. Donc, faire une plainte dans le réseau de la santé, là, c'est aider à améliorer la qualité des services. C'est ça le but de tout ce processus-là. Donc, il ne faut pas se gêner. Puis nous, on est là comme organisme communautaire, le CAP, pour vous accompagner dans votre démarche. C'est gratuit, c'est confidentiel, puis c'est en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fait toujours plaisir. Est-ce que je passe mon année? Oui. Ah oui? En plus, je reviens l'automne prochain. Parfait, good! Alors, Josée Lapierre, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour la belle et précieuse collaboration. Ben, ça fait plaisir et bon été. Bon été à toi, bonnes vacances aussi. Vous l'avez peut-être connu à Star Academy. C'était pour moi mon préféré. J'ai aimé beaucoup sa prestation lorsque Simple Plan était de passage avec la chanson Perfect. C'était sa tune, c'était devenu sa chanson. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qui sont dans son actualité, dont un album. Pour tout vous dire, c'est Jules qui est là. Salut! Allô, ça va? Ça va tellement bien. Toi, je suis heureux de te faire, je dirais, découvrir parce que avec ton album, là, c'est vraiment toi, c'est vraiment ton son. Ouais. On te sent en pleine possession de tes moyens avec Pour tout vous dire. D'ailleurs, pourquoi ce titre-là? Je trouvais ça super pertinent parce que c'est mon premier projet en termes de chansons au pluriel, là, parce que, tu sais, des singles, il y en avait avant. Puis, justement, je l'ai sorti dans un espèce d'empressement de vouloir me présenter à tout le monde. Puis j'ai voulu en dire beaucoup. Fait que le titre Pour tout vous dire, je trouvais que ça englobait bien. Ouais. Puis toi qui viens de Montréal, si je ne m'abuse, il y a une chanson qui s'appelle Montréal, qui clôture d'ailleurs l'album, qui est ma préférée sur le disque. Ouais, vraiment, sincèrement. Puis est-ce que justement, on sent l'urbanité dans cette chanson-là sur l'album, aussi avec des sons de ville et tout ça? Ouais. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi que sur le plan de l'esthétisme musical, tu y vas d'un son très urbain aussi, c'est-à-dire R&B, est inspiré par peut-être un peu de funk, le jazz, de tout ce qui est cette musique-là. Est-ce que c'est pas étranger aussi le fait que tu as grandi en ville, que tu proposes quelque chose de façon musicale? 100%, puis en fait, je te dirais, c'est super interrelié dans le sens que Montréal, c'est une ville cosmopolite qui est hyper multiculturel, puis j'ai comme gobé tout ça, tu sais, justement, tu parles de soul, de funk, de R&B, j'ai grandi avec cette musique-là, puis je pense que c'est entre autres à cause de Montréal que j'ai pu goûter à tous ces styles de musique-là, en fait, puis sur mon album, effectivement, il y a beaucoup d'influences qui viennent d'un peu partout, tu sais, puis c'est très étroitement lié à ma ville, finalement. Ouais.
est-ce que de pouvoir collaborer, de pouvoir aussi être aux côtés d'un artiste accompli, Sofia de Medeiros, qui est sa conjointe aussi à Corneille, qui les deux font un tandem tellement assez incroyable, est-ce que ça aussi, ça inspire d'aller encore plus explorer, peaufiner, puis disons, aller chercher des sonorités quand on veut se trouver, parce que c'est une première carte de visite pour toi aussi. Là. Ouais. Alors, tu sais, je veux dire, c'est quand même un artiste accompli dans ces sons-là pour Corneille. Ben oui, puis c'est juste avoir sa confiance qui porte un intérêt face à ce que je veux faire et tout ça. Déjà, juste ça en partant, c'est un énorme boost de confiance pour moi, tu sais. Puis avoir sa présence, tu sais, qui chapeaute le projet, puis qui est comme, ouais, ça j'aime ça sonne et tout. Je dirais que ça me sécurise beaucoup, puis ça m'inspire beaucoup aussi parce que, je veux dire, j'ai grandi avec la musique de Corneille. Là. Ouais. Ça faisait partie de nos vies dans le Québec. Là, fait que... Oh oui, puis c'est un bel exemple, justement, de quand tu parlais de côté cosmopolite, justement, de culture, tu sais, c'est vraiment un amalgame de choses qui font de lui d'un Québec moderne, dont tu es toi aussi, bien sûr, intrinsèquement relié. Puis, il y a la pièce, je ne sais plus où j'en suis, qui est une autre qui est venue bien me parler parce que la sensualité, tu sais, il y a cette sensualité-là qui se dégage sur des chansons, dont celle-là, puis d'autres aussi. Pour moi, ça te va tellement bien, ça. Je sais pas, de voir un gars qui assume ce côté-là, qui joue avec ça aussi. Ouais. Moi, j'ai été conquis par ça. Bravo pour ça aussi. Merci tellement. J'aime full ça aussi, justement, aller jouer là-dedans, puis assumer, justement, oui, la sensualité, je trouve aussi que ça vient avec un côté... vulnérable, un peu? Oui, puis joueur. Ouais. Un peu coquin, genre, ouais. je sais pas si tu comprends ce que je veux oui, dire. tout à fait. Puis, ouais, je l'assume full, tu sais. Fait que merci, c'est très gentil. Parce que je trouve que ça vient encore plus incarné, là. Tu sais, ce que tu es, ce que tu veux dire, ce que tu veux proposer. Je veux pas ramener un cliché, je trouve, des fois qu'on dévoile en tant qu'intervieweur, mais tu sais, l'authenticité, je veux dire, authentique, c'est authentique, OK, mais incarné, c'est une autre chose pour moi. Puis ça, tu l'as déjà, puis c'est ton premier album. Oh. Ben là, merci. Non, mais je me fais lancer des fleurs. Ben, tu as lancé des fleurs. Non, mais c'est ça, je veux dire. Puis vous faites une belle équipe, Maison Canada. Ouais. Christa Maria, qui est un autre nom que les gens vont connaître, parce que moi, on s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité musicale également, La Voix, mais c'est ça. Donc, il y a comme quelque chose, on dirait que vous êtes tous au même pied, vous avez tous cette même envie, cette même connexion de partager les choses, un son qui est aussi apparenté un peu, qui peut bien se connecter, collaborer. Alors, il y a une cohésion aussi au sein de Maison Canada dont tu fais partie. Vraiment, c'est une maison de disques qui veut se lancer dans le soul R&B francophone. Ce qui manque au Québec, là. Ben, je trouvais ce qui manquait, en fait, au Québec, je trouvais. Oui, c'est ça. Fait que, je trouve ça sa place, puis effectivement, c'est super interrelié. Le monde de Christa, c'est le monde de Christa. Ce que je fais, c'est mon monde, mais oui, il y a beaucoup de connexions. On a des influences qui sont super semblables. Puis, au-delà de ça, je trouve que la maison de disques est basée sur la passion pour la musique. First and foremost, désolé de l'anglicisme. Puis, tu sais, c'est avec Corneille qu'on a parti ça et tout. Puis, ben, je dis, c'est pas moi qui ai parti ça, là, mon Dieu, je veux pas il y a Martin Véronneau qui est là, il y a Martin Véronneau aussi, qui est un agent aussi d'artiste. Alors, exact. Mais, tu sais, juste qu'il y ait un artiste comme Corneille derrière le rideau d'une maison de disques comme ça, je trouve que ça en dit beaucoup parce que c'est la musique, tu sais, qui est en premier plan dans ce qu'on fait. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Et comme tu incarnes la musique, puisqu'on va entendre un petit extrait quand on va se quitter de Dommages aussi, mais je te laisse le temps qui nous est encore donné, parce que moi, c'est ta voix, c'est ton interprétation. Il y a quelque chose qui se transmet, qui est interrelié. Il y a une bienveillance aussi. Je pense que ça aussi, c'est pur. Il y a comme une pureté, il y a une bienveillance quand tu chantes. Je te voyais aussi sur Starac avec tes acolytes, puis tu es tellement un gars que je trouvais qui avait l'air bienveillant envers les autres, toujours attentionné, puis qui a un désir de partager aussi. Je sais pas s'il y a un petit quelque chose qu'on peut offrir aux gens à l'écoute. C'est la dernière là, de la saison. Là. C'est ça, autant qu'à cappella, si tu peux improviser. Là. Ben, c'est ça, si tu peux improviser. Là, j'ai pas d'instrument. T'as pas ton keyboard, t'as pas ton clavier, ouais.
Ouais, je peux bien faire de quoi. Une chanson qui me touche beaucoup sur mon premier album qui parle de mes années d'adolescence où j'avais un peu à porter le masque, jouer le jeu parce que j'assumais pas pleinement ma sexualité et tout ça. Fait que ouais, je peux chanter un petit bout de jouer au jeu. Vas-y. La deuxième tune de Oui. mon album. Je vais y aller en claquant des doigts. Faut-tu qu'on fasse de ça? Ben quasiment, non, mais je vais y aller de même. Tu viens de loin, tu essaies de la jouer dure. Prends ma main et laisse tomber les murs. Oh non, arrête de jouer au jeu, ça sert à rien de faire semblant, je te jure. Oh, je te jure. Non, arrête de jouer au jeu, mauvais chemin, t'as pas le temps, je te jure. Oh, je te jure. Comme dans un spectacle, est-ce qu'on peut tout le monde sur le plateau l'applaudir? Hey, merci à toi. On se quitte avec un extrait, mais ton album est disponible partout. Et puis, 23 juillet, tu seras donc dans le cadre du Juillet Show avec Christa Maria à 19h le 23 juillet. Invitation qu'on vous glisse en terminant. Merci beaucoup, Jules. Merci à toi. En avançant, je vois enfin que devant moi les gens les plus précieux brillent si fort. Je porte en moi cette lueur qui ne me quitte jamais. Peu m'aime dans le noir. Du 21 au 27 juillet prochain, en plein début des vacances de la construction, où la plupart des Québécois vont être près d'un cours d'eau, souhaiteront se rafraîchir, ce sera la semaine nationale de la prévention de la noyade. Pour nous en parler, qui d'autre que M. Reynald Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. Tout d'abord, je veux savoir, parce que évidemment, il arrive encore des histoires de drames d'année en année, d'été en été, près des piscines, près des cours d'eau, des gens qui se noient. Puis on s'entend que chaque noyade est évitable. Je veux savoir quel est le contexte le plus fréquent de noyade en milieu résidentiel? En milieu résidentiel, lorsqu'on a une piscine dans notre cour arrière, c'est l'accessibilité. C'est ce qui a amené le ministère des Affaires municipales à promulguer une modification dans son règlement original depuis 2010 qui ne visait que les nouvelles installations. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au 30 septembre 2025, tous les propriétaires antérieurs à 2010 devront se conformer au règlement. Et le règlement est relativement simple. C'est que tout le monde parle de clôture, là, mais retenez le principe de est-ce que ma piscine est accessible par rapport à mon voisinage? OK, si la réponse est oui, comment je dois la rendre inaccessible? Donc, la plupart du temps, c'est la notion de clôture. Mais est-ce que la piscine est aussi accessible à partir de la résidence? Et si la réponse est oui, c'est comment je peux la rendre inaccessible? C'est ce qui fait que certains vont venir clôturer leur patio ou d'autres vont venir mettre plutôt justement une clôture en verre à la sortie de la maison pour ne pas affecter le décor ou l'aménagement de leur cour arrière. Ouais. On peut faire aussi, je crois, là, c'est les fameuses échelles qui sont verrouillées, là, donc ça empêche là, les jeunes enfants, par exemple, d'avoir accès là, à l'échelle pour se hisser là, dans la piscine, par exemple, là, aussi. Là. Si vous avez une piscine hors terre, puis je sais qu'il y en a plusieurs à Laval, entre autres, là, puis sur la Rive-Nord, des piscines hors terre, et que vous voyez la piscine qui n'est pas attenant à un patio, effectivement, l'échelle, avant, on avait ce qu'on appelle une échelle escamotable. Maintenant, la réglementation dit que ça doit être muni d'une portière qui se referme automatiquement. Oui. En même temps, je me dis, sachant que la loi est là, pourquoi pas, justement, surtout que plus on attend, plus ça coûte cher pour pouvoir clôturer le pourtour, finalement, de notre piscine. Alors, pourquoi pas y aller de l'avant, sachant que la loi est là aussi, là? Vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est n'attendez pas à l'été 2025 pour pouvoir vous conformer. Profitez justement des prochaines semaines pour faire vos recherches d'informations auprès des entrepreneurs. Et moi, je regarde souvent les pages des réseaux sociaux et je ne vois que ça, des compagnies de clôture qui vous demandent de vous conformer. Fait que utilisez donc cette approche-là maintenant plutôt que l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, en plus des nouvelles installations, vous allez avoir
justement la difficulté de trouver des matériaux, de la difficulté de trouver la main-d'œuvre. Alors donc, c'est pour ça que ma recommandation, c'est faites-le dès cette année. Oh oui, parce que tout le monde va être. Il y en a beaucoup qui vont être à la dernière minute, puis on va tenter de trouver un entrepreneur, puis on va être à la course, puis finalement, on ne sera peut-être pas dans les délais. Puis en plus, évidemment, on le rappelle, mais c'est la sécurité qui prime avant tout. Et de cette sécurité aussi, pour l'assurer dans la piscine, c'est quand même toujours d'assurer la présence d'un adulte aussi pour surveiller là, quand on s'amuse dans l'eau pour nos jeunes. Combien de fois vous avez entendu parler, malheureusement, le drame s'est produit, puis il y avait plein d'adultes autour de la piscine. Donc, tout le monde pense que quelqu'un surveille, mais dans le fond, personne ne surveille. Tout le monde prend pour acquis que quelqu'un d'autre surveille les enfants. Alors, c'est pour ça qu'on dit, prenez le temps de désigner une personne adulte, responsable, pas le grand frère, pas la grande sœur. Donnez-lui un objet quelconque, là. Ça peut être un sifflet, ça peut être une casquette. L'idée, c'est toi, pendant 15 minutes, tu dois surveiller constamment les enfants. Tu ne peux pas être distrait par ton téléphone cellulaire. Tu ne peux pas faire de la lecture ou du jardinage. Tu ne fais que surveiller. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus assumer cette surveillance-là, vous devez nécessairement aviser un autre adulte et à partir de maintenant, c'est toi. C'est un peu l'approche du conducteur désigné. C'est le même principe qu'on a mis là. Et là, pendant 15 minutes, je suis responsable de la surveillance des enfants. Et si pour une raison ou pour une autre, on n'a plus d'adultes disponibles, mais on fait sortir tous les enfants de la piscine, on enlève les objets flottants, on enlève les jeux avec lesquels les enfants s'amusaient et on referme le tout pour pas que l'enfant puisse avoir accès indûment à la piscine dans la cour arrière. Ouais. Chez ceux qui se noient chaque année, donc le rapport qui est là, qui ne bouge pas beaucoup, hein, on le voit d'année en année, les chiffres sont pas mal toujours similaires malheureusement en termes de noyades à la fin de l'été. On voit beaucoup d'hommes. Pourquoi les hommes sont surreprésentés, là? Notamment, je pense, les hommes âgés, plus âgés, là, qui sont surreprésentés dans le cas des noyades d'année en année, là. Vous avez raison. Vous et moi sommes plus ciblés que madame ou la jeune dame. L'idée, c'est que les hommes, pourquoi ils sont surreprésentés? Bien, on surestime notre capacité de savoir nager. On évalue que les probabilités qu'on se retrouve par-dessus bord ou en danger sont pratiquement faibles. Ça ne m'est jamais arrivé au cours des 10, des 15, 20 dernières années. Pourquoi ça arriverait maintenant? Il y a 4 fois sur 10 où on a consommé de l'alcool et on commence à colliger les données sur les drogues depuis que le tout a été légalisé aussi. On voit là que ça a un facteur prédisposant puisque 4 fois sur 10, nos victimes chez les adultes avaient consommé, dont certains avaient même dépassé les limites permises. Alors donc, c'est des facteurs contributifs. Oui, bien, on s'entend que si les gens... parce que des fois, on oublie, mais je veux dire, c'est pas d'alcool au volant, mais pas d'alcool dans le bateau non plus si vous êtes à la conduite de l'embarcation. Je veux dire, c'est un non-sens. Je pense que même, c'est quoi les amendes qu'on peut avoir, c'est la même chose. Là, si on... Vous êtes passible du même code criminel que comme si vous étiez sur la route. Moi, j'ai déjà vu des jugements où le juge ou la personne qui en était responsable disait même qu'il enlevait le permis de conduire à cette personne-là, puisque si tu peux conduire avec faculté affaiblie sur l'eau, tu peux peut-être faire la même chose sur la route. Malheureusement, on le voit, là, ça cause des accidents, pas juste collisions, mais mortels. Et là, vous êtes passible là, du code criminel parce que vous êtes accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une autre personne. Alors, c'est pour ça que moi, je reviens souvent à la notion de la modération bien meilleur goût. Puis lorsque vous êtes sur l'eau, lorsque vous consommez ne serait-ce qu'un verre d'alcool, peu importe lequel, c'est comme l'équivalent de 3 sur la terre ferme à cause du clapotis des vagues, mais la déshydratation qui est causée par le soleil fait en sorte que l'absorption de l'alcool se fait plus rapidement et vient affecter votre discernement, ça c'est clair. Et là, il y a une chose que vous répétez d'année en année, M. Hawkins, le port de la veste de sauvetage, la veste de flottaison. Puis on le voit encore, ça ne semble pas encore rentrer dans la plupart des crânes et tout ça, malheureusement. Parce que c'est quoi au Québec, si je ne me trompe pas, il faut avoir pour le nombre d'occupants d'une embarcation, donc le nombre, exemple, on a 5 personnes, 5 vestes de sauvetage, mais les gens ne la portent pas plus. Pourquoi ce n'est pas obligatoire de la porter? Il me semble que c'est un non-sens quand on voit cette règle-là.
J'apprécie votre question. Nous, on revendique ça auprès du ministre responsable des Transports, donc M. Pablo Rodriguez, qui est un député de la Chambre des communes qui vient du Québec. Nous, on a fait la démonstration que 8 fois sur 10, les gens victimes de l'onde au niveau des sports nautiques, peu importe que ce soit à pagaie, puis on l'a vu avec la planche à pagaie, là, combien de fois je vois des gens pas de veste de flottaison sur leur planche à pagaie, ou des sports motorisés, 8 fois sur 10 ne portaient pas correctement leur veste de flottaison. Juste cette notion-là de rendre obligatoire la veste viendrait de sauver en moyenne 20 personnes par année au Québec. Certains vont me dire, écoutez, là, la plupart du temps, c'est des adultes, vous avez raison, donc ils ont un certain niveau de responsabilité, vous avez raison, mais moi, je me permets de faire des parallèles en disant, bien, c'est la même chose pour la conduite automobile. Ouais. Ce sont des adultes qui conduisent, mais on est venu rendre obligatoire le port de la ceinture. Donc, moi, je préconise que si on avait le règlement, parce qu'on vous dit, vous devez en avoir en nombre, en taille appropriée pour chacune des personnes à bord, alors ma prétention, c'est que si elle devient obligatoire, de fortes chances que vous allez aller acheter le bon dispositif dans lequel vous allez être confortable, puis là, vous allez le porter en tout temps et vous aurez l'anecdote à faire vivre aux autres plutôt que le drame, parce que vous aurez porté votre veste de flottaison. Merci pour ce rappel. On souhaite un bel été à tous ceux qui nous écoutent au plaisancier en toute sécurité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Hawkins. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Pour la dernière de la saison, il arrive avec les films, selon lui, qui sont le plus à surveiller cet été au cinéma. Nicolas-Vincent Poirier, mes hommages. Salut Alex. Et donc, ton film, laisse-moi deviner. Deadpool Wolverine. Celui que tu as le plus hâte de voir. Oui, tu as lu dans mes pensées. Mais parce que je te connais très bien aussi. C'est vraiment le film que j'ai le plus hâte de voir cet été, parce que cet été, c'est pas un été qui est si incroyable que ça au niveau du type de sortie. Oui, à chaque été, c'est une saison de blockbuster. Et cette année, bon, évidemment, c'est ça le but, c'est ce que les studios veulent en tout cas. Et tous les gros films de l'été, c'est quoi? Eh bien, soit que c'est des de reboot, c'est-à-dire on prend un film et on le recommence un peu à zéro, un remake, c'est-à-dire qu'on refait sa propre version du film. Donc, c'est toutes des propriétés qu'on a déjà connues. Et celui qui va faire le plus d'argent, à mon avis, et qui va avoir le plus de succès au niveau de l'appréciation du public, c'est bien Deadpool et Wolverine. Et ça fait longtemps qu'on attend ce film-là. Et pendant très longtemps, Alex, les fans avaient peur par rapport à Deadpool. Parce qu'en 2019, quand Disney a acheté Fox, eh bien, Disney, c'est une entreprise qui font des films pour toute la famille. Donc, l'idée de faire un Deadpool, qui est l'équivalent du 16 ans et plus aux États-Unis, c'est pas une bonne idée. Donc, on avait peur qu'il n'y ait jamais un Deadpool 3. Et finalement, quand ça a été annoncé et que Kevin Feige et Disney ont annoncé que le film, oui, allait être l'équivalent de R-rated, l'équivalent du 16 ans et plus aux États-Unis, je pense que tous les fans, et moi y compris, on était tous très contents. Et là, maintenant en plus de ça, Hugh Jackman, qui avait pris sa retraite en 2017 après Logan, qui était une fin parfaite pour son personnage, revient dans Deadpool et Wolverine. Évidemment, il peut, parce que maintenant, on a le multivers dans Marvel, quelque chose que j'espère vraiment qui va arrêter bientôt, mais pour les besoins de ce film-ci... Parce que oui, et puis je suis d'accord avec toi, parce que je trouve qu'on a beaucoup pressé le citron là, du multivers. Je trouve que aussi ça en vient un peu étourdissant, tellement on nous présente à l'aide du multivers des façons de revisiter l'imaginaire Marvel. Je trouve qu'on a vraiment, là, on en est vraiment rendu à passer à autre chose. Est-ce que ce sera assez, l'effet nostalgique, de ramener Wolverine, tu penses, pour attirer les gens? Absolument, et c'est ça que Marvel et Disney ont besoin, parce qu'avec leur série de flops au niveau de l'appréciation du public, puis un peu au niveau commercial aussi ces temps-ci, il faut qu'ils soient capables de se remonter d'une façon, et Deadpool et Wolverine, c'est un film qui peut tout changer
pour Marvel, pourquoi penses-tu que Robert Downey Jr., évidemment, il va revenir éventuellement pour Iron Man et Chris Evans pour Captain America? Oui, ils vont revenir, c'est juste une question de temps. C'est sûr, je pense pas que c'est dans ce film-ci qu'ils vont revenir. Est-ce que ça pourrait relancer celui-là? Parce que, tu sais, on avait parlé beaucoup de l'essoufflement des films de super-héros, autant pour DC que pour Marvel. Est-ce que ça, tu penses que ça peut relancer? Je pense que ça va être une petite bulle, ce film-là, parce que Deadpool, faut pas oublier, ça n'a absolument rien à voir au niveau du type d'humour, de la violence, avec tout ce qui se fait au niveau de Marvel. Donc, ce qu'il pourrait faire, peut-être, ce que Kevin Feige pourrait faire, c'est dire, bien, parfait, on envoie l'univers de Marvel dans une direction beaucoup plus violente et sanglante, mais ça ne va pas arriver. Et juste une petite précision, Kevin Feige, lorsque Hugh Jackman a fait son audition fin des années 90 pour le rôle de Wolverine, bien, il était présent. Parce qu'il travaillait pour Fox. Et quelque chose d'intéressant, Alex, Sean Levy, le réalisateur de Deadpool et Wolverine, c'est un Québécois. C'est un Montréalais. Il est né à Montréal. Je savais pas ça. Il a passé une partie de sa vie, donc, est capable de comprendre un peu le français, de pouvoir... Je suis persuadé que oui. Donc, Alex, on peut dire que ce film-là est réalisé par un Québécois. Alors, le 26 juillet prochain, ce sera disponible pour Deadpool et Wolverine. Ça veut-tu donc dire qu'il va aller voir 1995 de Ricardo Troggi le 31 juillet, s'il comprend le français? Bien, il faut. Il faut, hein? Parce que c'est probablement le film de l'été, là, sur le plan québécois, qui va sortir. Là. En tout cas, moi, je m'attends à beaucoup de ce film-là de Ricardo Troggi, qui a été dans les précédents volets, non seulement un succès critique, mais très populaire aussi. Oui, et des films comme ça, Alex, on a besoin au Québec. Des franchises. C'est nono à dire, mais on a beau chialer contre les Américains en disant, oui, leurs films, c'est toujours des trucs réchauffés, des franchises. Oui, mais c'est ça qui apporte de l'argent. Puis dans le cinéma, Alex, tu as deux types de produits. À mon humble avis, tu as ce qui rapporte de l'argent et tu as le côté beaucoup plus artistique. Les deux sont importants. Les gros blockbusters apportent de l'argent pour... financer finalement les autres... oui, parce que les deux sont importants pour les studios. L'argent, c'est l'argent, mais le côté artistique, c'est le prestige que les studios vont aller se chercher. OK? Parce que... Évidemment, uniquement des films artistiques, ça a problème au niveau de l'argent. Puis juste des blockbusters, bien, c'est redondant énormément. Et que là, le film 1995 sort cet été. Oui, c'est le temps de commencer à faire compétition avec les Américains ici durant l'été. Puis aussi, on a une bonne expertise au Québec. Là. Oui, on n'a pas les gros budgets que Hollywood a, mais on a une créativité. On a une créativité, à mon avis, que Hollywood n'a pas. Ce qu'ils ont, eux, c'est l'argent. Les artifices, il y en a beaucoup. Nous, ben, on a la créativité. Et quand on met de l'avant Jean-Carl Boucher, qui incarne un jeune Ricardo Troggi, on voit sa mère aussi, Sandrine Bisson, qui est tellement drôle dans son rôle. On pourra la retrouver d'ailleurs dans cette scène de téléphone très rapidement, avec l'époque où Ricardo Troggi était au milieu des années 90, là, à la quête de son prochain rôle, c'est-à-dire d'être cinéaste en devenir, avec la course Destination Monde, qui a tellement formé de futurs réalisateurs, des Denis Villeneuve, puis on pense à Ricardo Troggi, plein d'autres aussi. Et j'ai goût de te demander, parce que on se rappelle tous de la fameuse scène de Tornade avec la vache. Oui. Tu te rappelles de ça, qui avait été marquante. Et là, on va ramener Twister, de Tornade, mais quoi, 20 ans plus tard ou un peu plus? Oui, un peu plus que 20 ans, presque 30 ans plus tard. Est-ce que c'est, disons, est-ce que c'est vraiment, pour moi en tout cas, peut-être ramener quelque chose du passé qui n'aurait pas dû survenir? Est-ce que c'est nécessaire? Bien, c'est ça. Absolument pas, Alex. Jamais. Le premier n'était pas nécessaire. Mais le premier, c'était de nouveaux types d'effets spéciaux, puis l'idée de voir la vache qui se promène autour de la tornade comme « Oh, wow, mais qu'est-ce que c'est incroyable! » Aujourd'hui, on peut faire ça avec des applications sur notre téléphone, OK? Les effets de tornade et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va apporter en dehors d'effets spéciaux dont on est bombardé de toute façon? Parce que Twister, le premier, c'est à peu près ça qu'il pouvait offrir, là. Donc, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ce film-là va apporter de nouveau. Parce que des effets spéciaux de tornade,
On en voit. On en voit, c'est facile. Exactement. Puis avec les changements climatiques, vous en avez partout des tornades. À chaque été, on nous lance un avertissement tornade. Je pense que la seule chose qu'il y a de bonne sur ce film-là, Twister, c'est la trame sonore. Luke Combs, le chanteur country très populaire qui a lancé une chanson qui est formidable. Je pense que c'est la seule chose qu'on pourra entendre sans doute dans le film qui sera le 19 juillet à l'affiche. Nicolas Vincent Poirier, merci beaucoup. Ça a été un plaisir et on renouvelle ça pour l'automne prochain. Je veux que tu sois des nôtres. Oui, Alex, c'est promis, je vais être là. Yes, bonnes vacances. Merci, Alex, toi aussi. Voilà, c'est le temps de se dire à l'automne prochain. Oui, très heureux de vous reconfirmer donc cet automne le retour de Pour votre information. Je veux vous remercier d'avoir été très alerte. Le contenu continue de vivre sur YouTube durant la saison estivale et cette émission bien sûr aussi. Si vous voulez rattraper le tout sur nos réseaux sociaux, vous pouvez également interagir avec nous sur notre page Facebook tvrl.ca. Nous soutenir tout au long des prochaines semaines. On a besoin de votre présence. On veut vous savoir aussi à l'écoute de notre bingo tous les dimanches. Encore ce dimanche, 3 500 $, dont 2 300 $ pour la carte pleine que vous pourriez gagner. Je veux remercier tous les artisans qui, tout au long de la saison, m'ont supporté. Puis lorsque je faisais un bloopers, parce que je reprenais, par exemple, vous comprendrez, une intervention, ben ils ont dit OK, prise 2383, comme mon ami Jacques derrière la caméra. Lucette aussi, il y a Daniel qui est là, il y a Alain la réalisation, Sophie bien sûr aussi qui est précieuse collaboratrice pour la recherche. Puis vous autres, je sais que vous êtes très alertes, vous écrivez, vous interagissez et continuez de le faire. Prenez soin de vous, profitez du beau temps, de la chaleur sur le territoire lavallois, allez à la rencontre de d'autres citoyens, d'événements aussi qui sont nombreux, gratuits, à votre portée. Célébrez notre fête nationale avec le bras bien levé pour évidemment souligner le fait français, notre fierté nationale. C'est une fois par année et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances, bel été.